Une population sale qui crève la dalle, l'église qui brûle des gens à tout va et des gueux stupides qui ne sortent jamais de leur patelin. C'est ça, votre image du Moyen-Âge ? Sachez-le, c'est la plus grande idée reçue de l'histoire. Tout ça à cause d'une guerre idéologique menée par les penseurs de la Renaissance et les philosophes des Lumières qui ont voulu se construire un passé obscur pour prouver que oui, leurs idées ont apporté le progrès. On parle pourtant de presque 1000 ans d'histoire, de la chute de l'Empire romain à Christophe Colomb. L'Europe était-elle vraiment en pause pendant tout ce temps ? Débunkons 6 mensonges sur le Moyen-Âge. Non, les gens n'étaient pas affamés au Moyen-Âge. En fait, c'était plutôt une période d'abondance. Regardez. En bleu, les famines, en rouge, les super famines. Sur la courbe, on n'a pas la période du haut Moyen-Âge, faute de sources, mais ce qu'on remarque, c'est qu'entre 1250 et 1500, il n'y a pas grand-chose. Alors que la période juste après, l'époque moderne, on morfle pas mal. Il est vrai qu'au Moyen-Âge, on pratiquait beaucoup le jeûne et l'abstinence, le plus souvent en arrêtant la viande. Mais c'était moins par besoin que par pratique religieuse, un peu comme le ramadan. C'était pour faire prendre conscience aux fidèles ce qu'est le manque et donc d'avoir de la gratitude pour Dieu. En dehors de ça, les repas étaient copieux. Il y avait souvent de la viande, même chez les pauvres, qui consommaient ce qu'on appelait de la viande de réforme. Un bœuf trop vieux pour aider au champ ou une poule qui ne pond plus d'œufs. La star sur toutes les tables, c'était le porc. On en consommait toutes les parties, les oreilles, la queue, même l'utérus. L'intérêt est qu'il se conservait très bien jusqu'en hiver pour en faire du jambon ou du lard. Lors des fêtes religieuses qui interdisaient la viande, on mangeait du poisson. Et les rivières en regorgeaient. Le saumon par exemple, aujourd'hui ça coûte assez cher, c'était pas du tout le cas à l'époque. Il était surnommé le poisson du paysan. La viande n'était donc pas réservée aux riches, mais il y avait quand même une hiérarchie. Les nobles avaient le monopole sur le gibier, la chasse des grosses bêtes leur étant réservée. Ils pouvaient donc consommer du cerf, du sanglier, du chevreuil, des perdrix, des cygnes, des hérons. Les bourgeois et les paysans pouvaient se rabattre sur les petits animaux, lapins, blaireaux, etc. Pour les poissons, ceux pêchés en haute mer, comme le hareng, étaient par contre de véritables mets de luxe. Logique, c'était dangereux d'aller sur un bateau à l'époque, et le transport jusque dans les villes était compliqué, faute de frigo. Autre différence entre les différentes couches sociales, c'était la cuisson. Rôti pour les riches, bouilli pour les pauvres. Niveau légumes, oubliez les patates, les tomates ou encore les poivrons, ça n'arrivera en Europe qu'avec les voyages vers l'Amérique. On mangeait plutôt des légumes verts accompagnés de pois, le tout aromatisé d'herbes sauvages. Les plus riches parfumaient leurs plats d'épices d'Orient, de fruits secs et d'huile d'olive. Pour les féculents, pas de riz, pas de pâtes. Ça existait déjà, mais c'était cher et pas très démocratisé. On s'enfilait plutôt une bonne grosse miche de pain, du seigle pour les pauvres, du blanc pour les riches. Des repas équilibrés qui semblent se prouver archéologiquement. On a déterré des squelettes qui avaient une très bonne santé osseuse, même chez les classes populaires. Sur certains sites, les chercheurs ont pu estimer qu'un paysan et travailleur ingurgitait plus de 3500 calories par jour, jusqu'à 6000 pour les moines. Reste un point dont on n'a pas parlé. Niveau boisson, est-ce que le cliché est vrai ? Tout le monde était-il des ivrognes ? Il est vrai qu'on buvait beaucoup de vin et de bière. Et ce pour 3 raisons. Ça apportait des calories, ça permettait de conserver les fruits plus longtemps, et surtout c'était potable. Comme aujourd'hui, boire de l'eau de la rivière était risqué. Il suffisait qu'une vache ait fait ses besoins 100 mètres plus haut, et bonjour l'intoxication. Par contre, les alcools étaient beaucoup moins forts qu'ils ne le sont aujourd'hui. Si on prend le vin, il était épais et amer, alors on le coupait à l'eau et on le parfumait avec des épices. C'était plus une sorte de sirop de vin, le but n'étant pas d'être ivre. Si tout ça vous fait aimer l'histoire, j'ai une petite surprise pour vous. Quand j'étais petit, j'adorais les jeux de construction historique sur PC. Je jouais la France, je construisais des châteaux, des villes immenses, je transformais mes villageois en soldats et j'attaquais mes ennemis jusqu'à dominer le monde. Ces émotions, on peut encore les vivre aujourd'hui avec notre sponsor, Rise of Kingdom. Sur mobile, c'est le meilleur jeu du genre, 100 millions de téléchargements et des pubs incroyables avec les youtubeurs. Le but, construire votre armée, vos fortifications, votre ville, votre économie pour espérer survivre et prospérer à travers le temps. Choisissez parmi les 13 grandes civilisations de ce monde. Moi, je vais prendre celle qui vient de sortir, l'Égypte. Vous sélectionnez un commandant, inspiré de héros qui ont vraiment existé. Moi, ça sera Cléopâtre, ultra rare, qui me donne un énorme bonus de soins. Si vous êtes un peu chauvin, vous avez la France, avec de grandes figures de notre histoire, qui ont tous leur propre style de combat.
Choisissez bien parce que gagner les batailles sera pas facile. Vos rivaux peuvent être vos amis, mieux préparés que vous, meilleurs stratèges, prêts à écraser tout ce que vous avez construit. Alors si vous souhaitez devenir la plus grande civilisation de ce monde, téléchargez Rise of Kingdom sur PC et mobile avec notre lien en description. Recevez aussi un bonus spécial avec le code 22ROK Égypte. Ça aide la chaîne et c'est de la qualité. La mystérieuse Égypte renaît, venez l'aider. Merci, maintenant que c'est fait, revenons au Moyen-Âge européen. Non, les gens n'étaient pas sales. Contrairement à cette scène des visiteurs, les gens du Moyen-Âge savaient utiliser une baignoire. Ils étaient propres et pas uniquement les riches. Dans les villes, on allait au bain public, même les mendiants, pour qui c'était gratuit. En campagne, on utilisait un demi-tonneau rempli d'eau ou on allait à la rivière. On se nettoyait à l'aide de savon maison, très facile à fabriquer. Il suffisait de mélanger de la cendre avec de la graisse animale. Comment ça vous dégoûte? Les savons modernes sont sur le même principe, une matière grasse et de la soude. Comme le savon de Marseille fait à partir d'huile d'olive. Ça existait déjà à l'époque. Il y avait des savonneries réputées, surtout en Italie et en Espagne, qui produisaient à partir du XIIe siècle des savons orientaux comme le savon d'Alep. Bon, par contre, en hiver, l'eau étant froide, on se baignait pas tous les jours. Mais on préconisait 2 toilettes matin et soir, mains, pieds, visage et parties génitales. En fait, c'est plutôt à partir de la Renaissance qu'on se lave de moins en moins. Très probablement à cause du traumatisme qu'a engendré la peste noire. On a commencé à penser que l'eau chaude était vectrice de maladies, vu qu'elle dilatait les pores de la peau. Les bains publics sont peu à peu abandonnés et on préfère se parfumer pour masquer les mauvaises odeurs. Autre idée reçue sur le Moyen-Âge, non, on n'avait pas les chicots pourris et une haleine de chacal. Les dentitions des squelettes sont excellentes. Seuls 20% des dents présentent une carie, contre 90% aujourd'hui. Après un repas, on se désinfectait la bouche grâce à un mélange de citron, de thym et de clous de girofle, afin de toujours avoir une haleine fraîche. Et pour se brosser les dents, on utilisait du dentifrice. Un mélange de sel, des graines de fenouil, de la myrrhe et des feuilles de prêle, qu'il suffisait d'appliquer sur un tissu ou sur une brosse. On en a retrouvé en poils de sanglier. Certaines, bien plus haut de gamme, étaient en ivoire et voyageaient depuis l'Asie. Et si malgré toute cette hygiène, ma foi contemporaine, vous perdiez vos dents, on vous laissait pas avec des trous. Il y avait des prothèses dentaires fabriquées à partir d'os de vache ou de dents humaines. Non, la population n'était pas stupide. Si on réfléchit bien, ça n'a aucun sens. Le Moyen-Âge s'inscrit dans la continuité de l'Antiquité. Le savoir n'a pas subitement disparu. Par exemple, à l'époque, on ne pensait pas que la Terre était plate. C'est Voltaire, l'un des philosophes des Lumières, qui a inventé ce mensonge pour discréditer l'Église. On sait que la Terre est ronde depuis l'Antiquité. L'Église elle-même l'admettait. Il est même probable que de nos jours, il y ait plus de platistes qu'à l'époque. Lorsqu'on vous dit que Galilée a été condamné parce qu'il défendait l'idée d'une Terre ronde, c'est faux. C'était le procès de l'héliocentrisme. Le fait qu'il pensait que la Terre n'était pas au centre du système solaire. Pour l'Église, c'était inadmissible. La Terre, création de Dieu, ne pouvait être qu'au centre de l'univers. Deuxième mensonge, c'est de considérer qu'il n'y avait pas d'école. Si on dit que Charlemagne l'a inventé, c'est que ça existait déjà à l'époque. Bon, en fait, c'est même pas lui qui l'a inventé, ça existait bien avant. Certes, la scolarisation n'était pas obligatoire, mais chaque ville et village possédait de nombreuses petites écoles de métiers où on enseignait les rudiments de la lecture et du calcul, avec quand même une disparité. Si la majorité des habitants en ville savaient lire, c'est moins de 10% dans les campagnes. Dans l'Empire byzantin, ils sont allés encore plus loin. L'école primaire jusqu'à 10 ans était obligatoire pour apprendre à lire, à écrire et à compter. On pouvait ensuite passer au secondaire et au supérieur, mais uniquement à Constantinople, la capitale de l'Empire. Alors oui, un jeune paysan du Moyen-Âge n'apprenait peut-être pas la trigonométrie ou l'accord du verbe percevoir au subjonctif du présent, mais ça reste très chronocentriste de nous penser supérieurs pour ça. Connaître le rythme des saisons, se repérer avec les étoiles, fabriquer des outils, s'occuper d'animaux, vous en êtes probablement incapable, pas eux. Non, la science n'a pas régressé. C'est au Moyen-Âge que naissent la plupart des universités que vous connaissez. Oxford, la Sorbonne, Cambridge et beaucoup d'autres, preuve que la science était partout. Elles étaient même sponsorisées par la religion. Et à raison, ça leur servait. Par exemple, les innovations en architecture permettaient de faire des cathédrales toujours plus belles. Les innovations en acoustique rendaient les chants des messes plus harmonieux, même les moulins, pour que les monastères puissent moudre leurs propres grains. Ce sont des centaines, voire des milliers de traités de science qui ont été retrouvés dans les archives des églises. D'ailleurs, l'un des pères de la méthode scientifique moderne est un moine anglais.
Pour lui, fini les spéculations, aucun discours ne peut donner la certitude, tout repose sur l'expérience. Grâce à ça, il développa la poudre à canon, l'invention des verres grossissants, du télescope ou de la pompe à air. Et ça, c'est pour l'Europe, parce que le Moyen-Âge musulman est encore plus riche. Outils de navigation, chambre noire, bécher, les innovations pleuvent. Un homme comme Ahmed Al-Ferghani a su calculer avec une grande précision les mouvements et les distances des différentes planètes du système solaire. Sans lui, Christophe Colomb n'aurait peut-être pas réussi à arriver en Amérique. C'est au monde arabe et à Byzance à qui l'on doit une grande partie de la conservation et de la traduction de milliers de textes antiques. Sans eux, les historiens d'aujourd'hui n'auraient presque rien à se mettre sous la dent. Évidemment, tout n'était pas rose. En médecine, c'est vrai, ils étaient vraiment à la ramasse. Ils croyaient à la théorie des humeurs, héritage de l'Antiquité, et ils pratiquaient la saignée. On laissait couler le sang de personnes déjà affaiblies pour chasser les déséquilibres des éléments air, feu, eau, terre dont serait constitué le corps. À la ramasse, je vous dis. On était aussi très nuls en anatomie humaine. On pensait par exemple que les caries étaient causées par des vers, mais surtout on savait pas réellement ce qu'il y avait à l'intérieur de nous. Du sang et des boyaux, mais sans plus. La religion chrétienne interdisait d'ouvrir les corps, même des cadavres. C'était un véritable tabou, et c'est dommage. Non, le Moyen-Âge n'a pas fait reculer les libertés. Attends, le Moyen-Âge, c'est pas censé être la période où on était tous esclaves d'un seigneur ? Non, en Europe, c'est même la période où l'esclavagisme est le moins pratiqué. Le roi Louis X va même déclarer « Le sol de France s'affranchit de l'esclave qui le touche ». On va préférer un système de servage. Un paysan attaché à une terre prêtée par le seigneur. Il n'avait aucun droit de vie ou de mort, pas plus qu'il n'était possible de vendre le cerf. Il faut pas imaginer le seigneur comme un boss tyrannique. Il y en a sûrement eu, mais c'était souvent très chill. Il existe un document du XIVe siècle qui relate comment des vignerons d'Auxerre travaillaient, 3 repas et de longues pauses tout au long de la journée. Le seigneur les laissait faire sans contrainte. Vous avez sûrement déjà entendu parler du droit de cuissage, une loi permettant au seigneur de coucher avec la femme d'un serf lors de la nuit de noces. C'est un mythe, ça n'a jamais vraiment existé. Et pour la liberté de penser, on mettait les personnes qui ne croyaient pas en Dieu sur le bûcher, non ? Bien sûr, c'est une période pleine de religiosité, avec les mystiques, les saints, les pèlerinages de masse, mais c'est pas pour autant que les gens étaient constamment concentrés sur Dieu. De nombreuses personnes ont même conservé les rituels païens de leurs ancêtres. On a l'exemple d'un prêtre espagnol qui a rapporté à son évêque que personne ne venait à l'église le dimanche. C'est pas un cas isolé. Pareil pour le mariage, c'était pas obligatoire de le faire à l'église. On pouvait faire ça où on voulait, avec qui on voulait. Le durcissement des dogmes religieux va surtout prendre de l'ampleur à partir de la Renaissance, notamment avec les guerres de religion qui ont gangréné toute la période moderne. C'est à cette époque-là que de nombreux bûchers autres mises à mort vont avoir lieu, avec par exemple les fameuses chasses aux sorcières. Il y en a eu durant le Moyen-Âge, mais les plus meurtrières se passeront bien après. Les procès des sorcières de Salem, sûrement les plus célèbres d'entre tous, datent de 1692, pas au Moyen-Âge donc. Non, la guerre médiévale n'est pas ce que vous pensez. C'était pas une boucherie. Pour commencer, on se battait pas n'importe comment. Il existait des règles de guerre très strictes, ne jamais attaquer quelqu'un sans défense, ne pas achever au sol, ne pas attaquer dans le dos. On imagine souvent des combats épiques où d'immenses armées s'entrechoquent dans un bain de sang, mais non en fait. Déjà les grandes batailles, il y en a eu très peu, les dirigeants ne voulaient pas perdre inutilement la vie de leurs soldats. S'ils voyaient que l'ennemi était en surnombre, ils capitulaient. En règle générale, durant une bataille, il y avait entre 5 à 15% de pertes. Au-delà de ces chiffres, on tirait le drapeau blanc. La guerre médiévale, c'était plutôt des sièges et plus fréquemment des escarmouches, max 10-15 soldats. Les combats sont devenus bien plus meurtriers et sanglants à l'époque moderne. Les machines de guerre deviennent de plus en plus sophistiquées et la poudre à canon commence à se populariser en Europe. Et on oublie les règles de la guerre. Imaginez la transition. Vous êtes un beau chevalier du XVIe siècle, vous avez de grandes valeurs de noblesse, et là, bim, vous vous faites arracher le bras d'un coup de boulet de canon. La guerre devient moins glorieuse, plus efficace. Je pourrais vous parler encore des heures du Moyen-Âge, il y avait tellement de sujets à aborder. On n'a pas parlé des civilisations asiatiques qui étaient dans un autre game, c'était leur âge d'or. Si vous avez en tête d'autres idées reçues sur le Moyen-Âge, dites-les nous. On en fera peut-être une suite. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas Rise of Kingdom en description, ça nous soutient. Merci à Kaku, à la rédaction. Pensez à vous abonner à la chaîne. Allez les amis, ciao!